Est-ce que ça te dirait d'aller voir Furiosa au cinéma? Je sais pas, ça a l'air bien. Ben, c'est un film qui profite d'une esthétique assez unique, mais qui a surtout un vrai discours. Il s'intéresse au rôle du récit et à la construction des mythes. En cela, il a une véritable réflexion sur le rôle du cinéma dans nos sociétés. Bon, et aussi, il fait... Bah, je nous prends notre place. Tu te souviens de moi? Furiosa, une saga Mad Max, est le nouveau rendez-vous que nous donne George Miller dans son univers post-apocalyptique. Un rendez-vous qui est déjà manqué au vu de son échec au box-office. Et c'est dommage parce que c'est très bien Furiosa. Je me suis alors demandé pourquoi les gens ne se déplacent pas pour ce nouveau blockbuster américain. J'ai été demander l'avis d'un expert en soft power pour qu'il me fasse part de ses lumières. Eh monsieur soft power, tu dors? Dis pourquoi Furiosa il se casse la gueule? Yo, y a pas mal de raisons à ça, mais très matériellement parce que les jeunes vont pas le voir et parce que les meufs vont pas le voir non plus. Suivi de liens à consulter. Alors en effet, à l'heure où j'écris ces lignes, je vois que les 18-24 ans ne constituent que 21% du public contre 31% pour Mad Max Fury Road. Vous pouvez me dire que ça va, c'est une petite base de 10%, mais non! 10% en moins dans cette catégorie d'âge signifie que Mad Max est une saga qui peine à renouveler son public. Et c'est pire quand on regarde du côté des ados. Lors de sa sortie, moins de 5% étaient âgés de 13 à 17 ans, ce qui en fait définitivement pas un film de famille, mais le film du tonton célibataire plutôt sympa, bien qu'un peu boomer. Eh, ça te dirait que j'emmène les jeunes voir Furiosa? Eh ben, le film a l'air quand même un peu violent. Ah non, ça va pour eux, je t'assure. En gros, c'est l'histoire d'une meuf dans un monde post-apo et elle veut tuer un maboule qui a torturé sa mère et... Bah, le plus important, c'est qu'elle est vendue comme concubine et... À ce moment-là, elle a 10 ans, par là autour. Ah, y a aucun espoir, hein. Et pour ce qui est du public féminin, il est passé de 40% à 28%. Mais ça, c'est pas si étonnant. Malgré l'affiche féminine, n'oublions pas que l'univers Mad Max est principalement orchestré par des normes assez virilistes. On aime les gros moteurs, la baston et le c'est qui domine. Un film de tonton célibataire, je vous dis. Malheureusement, tout ça, c'est une question d'emballage. On peut rajouter d'autres facteurs, comme un casting pas particulièrement bankable, et notamment concernant Chris Hemsworth, et notamment concernant le Thor, là, dont la plupart des projets hors cap semblent se traduire par des bides plus ou moins sévères. Une suite qui arrive bien tardivement, un film centré sur un personnage pas si iconique que ça, bref, on n'a pas vraiment aligné les planètes. Mais laissons les astres là où ils sont et intéressons-nous au film. Alors comme ça a été beaucoup évoqué, ce nouvel opus est assez différent du shot d'adrénaline qu'a été Fury Road. Moins de vroom vroom, plus de blabla, le récit se déploie sur des années pour nous raconter le parcours de Furiosa, de son enfance dans un village avatarien jusqu'à sa vie adulte de... camionneuse badass. Je vous l'avoue tout de suite, j'ai une réticence, ce sont les dialogues. Je les trouve assez régulièrement maladroits, nous racontant ce qu'on sait déjà, ou tombant dans des clichés un peu éculés. Ce fut notamment le cas lors de ce moment où notre héroïne affronte Dementus. Il s'agit d'un long échange qui m'a semblé me répéter exactement ce que le film m'a montré le reste du temps. Et ce que le film m'a montré le reste du temps, quel plaisir! On retrouve des scènes d'action complètement folles, une direction artistique excellente malgré le changement de chef-op, des personnages toujours aussi charismatiques. Mais ce qui me fascine le plus, moi, c'est son univers. Son univers et le récit qui va avec. Et rarement un film parvient à raconter autant de choses avec un univers. Tenez, je prends quelques blockbusters tirés au pif sur Google pour voir le lien entre univers et récit. Le Seigneur des Anneaux, le monde risque d'être détruit par les méchants, on va le sauver. Interstellar, le monde est en sécheresse, on part dans l'espace pour le sauver. James Bond, n'importe lequel, le monde risque d'être chamboulé par le plan d'un mégalo, on le sauve. Batman, la ville ça va pas, Héros, la ville va mieux, etc. Le rapport qu'a l'univers de fiction au récit, c'est qu'il est très souvent l'objet à sauver. Mad Max, c'est un cas particulier, le monde est déjà détruit. Il s'agit plus de le sauver, mais simplement d'y survivre. L'enjeu est beaucoup plus individuel. Le rapport qu'a l'univers de fiction au récit, c'est qu'il est très souvent l'objet à sauver. Oui, non, mais bon, tu fais tout un fromage là, mais c'est un peu le principe du genre de film post-apocalyptique. Ouais, c'est ce que je me suis dit, mais en y réfléchissant, c'est pas si évident que ça en fait. Matrix, L'Armée des 12 singes, Snowpiercer et même Wall-E sont autant de films post-apo où on ne met pas l'accent sur la survie face à un monde hostile, mais où on cherche surtout à rétablir un système bénéfique à l'ensemble de la communauté ou de l'espèce. Dans Matrix, on sort les individus de leur cuve pour venir former une communauté où on casse des robots le jour et où on joue du tam-tam le soir. L'union fait la force, on a l'espoir de changer le monde, donc on go faire des révolutions et on regarde ce que ça donne. Il y a du coup pas mal de valeurs humanistes qui sous-tendent tout ça. Pour arriver à leur fin, ils ont des armes, de la technologie, des espaces
espace où ils sont plus ou moins en sécurité. Dans Mad Max, t'as pas particulièrement envie de sauver le monde puisque c'est un désert. On est en sécurité nulle part, tout est ruiné. Le désert du film correspond alors au désert moral de nos personnages. C'est un univers régi par aucune morale, aucune loi, c'est le chaos. Du coup, la vie autre que la sienne ne compte pas vraiment. On fait table rase de tout principe. Et moi, j'aime bien ça. On rabat les cartes, on reprend tout depuis le début, et le début, c'est moi, l'individu. Ici, la survie ne se base pas sur la capacité à être tous amis pour faire face à l'adversité. Non, l'amitié, c'est le risque d'être trahi à tout moment. Le film ne cesse de nous le montrer. Les individus ne tiennent pas vraiment les uns aux autres. Pourtant, ils forment quand même des communautés. Ils sont prêts à suivre certains personnages. Mais comment c'est que cela se fait-il? C'est que le film nous dit que si on veut survivre, il nous faut quand même trouver du sens pour exister. À partir de là, il nous propose 3 voies. D'abord, le fanatisme. Le monde n'est que souffrance. Et si ce monde n'était en fait qu'un purgatoire à la sortie duquel nous irons dans le vrai royaume idyllique que tout le monde envie? C'est ce que nous propose Immortan Joe, leader cynique qui a bien appris de Frostpunk. La meilleure façon d'être suivi, c'est de contrôler les espoirs des autres. Ce que propose Immortan Joe, c'est un récit spirituel. Ensuite, il y a Dementus. Alors qu'Immortan Joe entretient l'espoir, lui propose l'inverse. Il n'y a aucun espoir. C'est un nihilisme, où seuls les individus qui font leurs preuves ont une place. C'est alors qu'on cherche à écrire un nouveau type de récit, le récit épique. Chaque individu est prêt à risquer sa vie pour que son nom soit retenu. Comme les hommes d'Immortan Joe, eux aussi ont besoin de témoins. Et le maître du récit épique, c'est ce showman charismatique qui porte des solutions très populaires, mais qui ne marchent souvent pas. Et lorsque ça ne marche pas, c'est pas grave, puisque de toute façon, il n'y a pas d'espoir. C'est d'ailleurs lui qui transporte l'homme histoire, témoin de son ascension épique, qu'il devra compter auprès des rares survivants de ce désert. Et enfin, il y a la voix de Furiosa. Et Furiosa, elle n'écrit rien. Elle ne raconte rien. Elle est quasi mutique pendant tout le film. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se contente d'être la plus forte, de faire ses preuves pour accéder à une ascension sociale tout en ayant ses motivations propres. Au fond, Furiosa ressemble un peu à un héros réganien à la Rocky. Et cet effet est d'autant plus renforcé chez moi que... elle aussi, on en a fait un mythe. D'ailleurs, le film que l'on regarde n'est pas sur Immortan Joe ou sur Dementus, il est sur Furiosa. C'est ce qui la distingue complètement de ses adversaires. Les deux autres alimentent leur propre récit pour conserver leur légitimité. Furiosa, c'est elle le véritable mythe. Elle ne l'écrit pas. Ce sont les autres qui relèvent ses exploits et les écrivent pour elle. Elle est une véritable héroïne pendant que les autres sont juste des imposteurs. Et c'est là que je trouve le film sublime. Dans un monde où chacun se bat pour sa survie, les boussoles au milieu de ce désert, les vecteurs de sens, ce sont les mythes. C'est pour ça que chaque personnage semble porter en lui tout un récit de vie, quelque chose à nous raconter. Comment ce figurant a perdu un œil? Combien d'adversaires ce colosse a-t-il vaincu? Qu'est-ce que ce motard a bien pu accomplir pour qu'il puisse rouler fièrement aux côtés de Dementus? Le travail pour rendre vivant chaque personnage et nous donner l'impression qu'il porte lui aussi toute une histoire à découvrir est complètement fou. L'univers entier est un énorme réservoir à récits. Des récits qu'on se contentera d'imaginer, car il y a peu de chances qu'un nouveau Mad Max de cette ampleur voie le jour après cet échec. Mais ce n'est pas si grave. Avec toutes ces pistes, George Miller nous a généreusement fait de la place pour laisser notre imagination être bercée par cet univers. Merci à lui. Des histoires aussi bien filmées, j'en voudrais tous les jours.